Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va partir en voyage. Allez, je vous embarque avec moi. Préparez votre sac à dos, vos baskets parce qu'on part en trekking. En trekking au pays de la psychologie positive et du modèle PERMA. Alors j'espère que vous êtes prêts. Prêts à explorer des trucs géniaux qui vont rendre vos journées un peu plus lumineuses ou carrément radieuses. Alors, on est prêts ? Confortable ? Allez, c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission La Capsule de Croissance par IUPME. Je m'appelle Laurent Biffy et je suis votre coach décontracté, compagnon de croissance personnelle. Inspirez, écoutez, progressez et préparez-vous à un voyage de coaching sans prise de tête. Vous écoutez La Capsule de Croissance par IUPME. Mais alors, c'est quoi cette psychologie positive ? Bon, déjà ça, compliqué. Et le modèle PERMA ? C'est un acronyme déjà. Imaginez-la comme votre super pote qui vous donne des astuces pour voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ok, c'est un petit peu résumé, mais on va déchiffrer comment cette approche peut faire la différence dans nos vies quotidiennes. Alors avant de continuer, on va parler des 5 principes cool et fantastiques de la psychologie positive. On va passer en revue ces 5 principes fondamentaux qui font de la psychologie positive le super-héros du bien-être. Spoiler. Ça n'a rien à voir avec la pensée positive, mais plutôt avec l'équilibre entre le bien-être et la conscience. Et j'insiste sur ces deux termes, bien-être et conscience. Vous allez voir, c'est plus cool que de siroter un smoothie vert en faisant du yoga. On va aussi parler de la façon dont la psychologie positive peut impacter notre quotidien. On va également parler d'un concept ultra fascinant qui s'appelle l'habituation hédonique. Imaginez que le bonheur, le bien-être, tous ces petits moments qui sont incroyables ou qu'on pense qu'ils sont incroyables, c'est un peu comme un plat délicieux qui perdrait de sa saveur si on le mange tous les jours. Comment éviter cette perte de piquant dans nos vies ? Vous inquiétez pas, on a des astuces pour que chaque jour soit comme une nouvelle bouchée de bonheur. On va parler également du défi du bonheur. Et avant de plonger dans les méandres de la psychologie positive, j'ai envie de vous lancer un défi. Avant de continuer avec ce défi, je vous demanderai de vous installer confortablement, de vous relaxer, de prendre une respiration ou deux et de vous poser cette question. Quelles sont les choses de la vie auxquelles vous êtes sourd et aveugle ? Non, d'accord, on va pas partir en méditation transcendantale tout de suite, on le fera peut-être éventuellement dans un autre épisode, mais oui, mettez sur pause, posez-vous cette question, parce que cette question est vraiment très importante. Donc, quelles sont les choses de la vie auxquelles vous êtes sourd et aveugle ? J'imagine aisément que vous avez pris le temps qui vous convient et nécessaire pour répondre à cette question. Et pour continuer, on va déchiffrer ensemble les 5 règles cool de la psychologie positive. Avec en premier point. En psychologie positive, on part du principe qu'on est tous capables de booster notre niveau de bien-être. On a longtemps pensé que ça dépendait de notre héritage génétique. On partait du principe que certaines personnes étaient plus enclines à être positives en fonction de leur héritage génétique. Eh ben non, fini le temps où on pensait que notre caractère grognon et nos gènes réglaient tout. En réalité, c'est un mix. 10% dépend de l'environnement, 40% de nos activités intentionnelles, genre nos attitudes et nos efforts, et 50% en fonction de certaines prédispositions comme l'expérience, les croyances, les valeurs et tout ça. Ensuite, soyons clairs, cette marge de manœuvre n'apparaît pas comme par magie. Ça demande du taf, de l'apprentissage et un brin d'effort. Et oui, c'est pas facile, ça demande du travail sur la durée. En point 3, on va plonger dans la neuroplasticité. C'est un truc qui sonne un peu complexe, mais qui veut simplement dire qu'on peut changer notre cerveau avec la psychologie positive. Des chercheurs ou des savants super curieux ont même vu des modifications notables dès 1992 grâce à la neuroimagerie. Eh ouais, ça envoie du lourd. Ensuite, en point 4, warning, la psychologie positive n'a rien à voir avec la pensée positive ou encore la communication non violente. On vise pas le bonheur à 100% absolument, mais plutôt à être cool dans les situations sympas. On dit non à l'expulsion totale du négatif. On n'est pas là pour être des robots joyeux en permanence. Et pour finir, en point 5, ça devient intéressant quand on parle d'attention. La façon dont on peut utiliser notre radar émotionnel et nos pensées peut vraiment secouer notre aptitude à se sentir bien. Il y a un truc qui s'appelle la méditation de pleine conscience, ça vous dit quelque chose, très certainement. C'est un peu le guide du « soyez là maintenant ». On parle réellement de présence. Donc imaginez-vous, vous êtes en train de passer un moment incroyable. Ça peut être avec des amis, ça peut être autour d'un bon repas, que sais-je. Bref, vous êtes là, qu'est-ce qui va faire la différence ? Qu'est-ce qui va vous permettre d'être en présence ? Eh bien, partez du principe et du postulat suivant. En PNL, on identifie les 5 sens comme le concept VAKOG, V-A-K-O-G.
Donc le V pour le visuel, le A pour l'auditif, le K pour le kinesthésique, le O pour l'olfactif et le G pour le gustatif. Donc vous allez me dire, oui, ok, tout ça c'est bien beau, on est au courant, on sait, oui, eh bien comment? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour relier ces deux concepts-là, le concept de présence et le concept VACOG? Eh bien tout simplement, prenez le temps. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, bref, prenez le temps, en fonction de ce qui vous convient, d'ancrer en vous ces sens, ce concept VACOG. Qu'est-ce que vous voyez à cet instant précis? Qu'est-ce qu'il y a autour? Quelles sont les choses que vous pouvez voir? Quels sont les bruits qui planent autour de vous? Si tant est-il que vous soyez assis, accoudé à une table, quelles sont vos sensations de toucher? Quelles sont les petites odeurs qui planent autour de vous? Et quel est le goût dans votre bouche si, par exemple, vous êtes en train de déguster un excellent repas? Toute cette approche vous permettra, une fois pour toutes, d'ancrer cet instant fantastique que vous êtes en train de passer dans votre mémoire. Et ainsi d'être en totale présence. Imaginez que vous êtes en train de passer un bon repas avec des amis, que c'est juste fantastique. Vous vous amusez, vous délirez, vous racontez des blagues, bref, vous passez juste une bonne soirée. En appliquant le concept VACOG, ça veut dire en prenant 1 minute pendant ce repas pour bien ancrer en vous ce que vous ressentez, vous amplifiez cette mémoire, vous amplifiez ces sensations avec ce concept VACOG. Donc vous êtes en totale présence. Donc, aujourd'hui, on ne va pas vous sortir des théories poussiéreuses. On n'est pas là pour vous dire de savourer l'instant présent ou d'être proche de la nature, même si c'est plutôt cool. Tout le monde le sait, on est tous au courant, mais la vraie question c'est, est-ce que tout le monde le fait? Je sais ce qui est bien, je sais ce qui n'est pas bien. Oui, et qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Point d'interrogation. Et encore une fois, aujourd'hui, pas de révélation mystique, mais on espère vous convaincre que les petites choses de tous les jours méritent qu'on les explore et qu'on les mette en action. Eh oui. Donc, la devise de la psychologie positive, c'est pas juste de savoir ce qui est bon pour nous, c'est de le faire. Chaque petit exercice positif peut faire son effet. Et quand on les combine, ça devient une vraie puissance mesurable. Donc avant de poursuivre, faisons le point sur tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Nous savons qu'en point 1, le fait d'être positif ne dépend pas de notre héritage génétique. Nous savons aussi en 2 que, écoutez, c'est du travail, c'est du taf, de l'apprentissage et sur le long terme. En 3, nous savons que la psychologie positive est toujours validée par une approche scientifique. En 4, la psychologie positive n'a rien à voir avec la pensée positive à outrance. Et en 5, il y a cette notion fondamentale qui est la présence. Maintenant que ce concept-là, du moins les 5 préceptes de la psychologie positive sont bien ancrés dans chacun de vous, parlons du modèle PERMA. Qu'est-ce que c'est que ce modèle PERMA? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, c'est un acronyme. Et donc, cet acronyme a été développé, inventé et mis au point par le professeur, le docteur Martin Seligman, qui n'est autre que le fondateur de la psychologie positive. C'est comme si on pouvait dire que Martin Seligman est à la psychologie positive, ce que James Brown est au funk, ce que Mireille Mathieu est à la variété française et Toto Cotugno à la chanson italienne. Voilà. Bon. Allez. Alors, on se demande tous un petit peu, qu'est-ce que c'est le bien-être, le bonheur, non? Avoir une vie cool, s'épanouir, trouver du bonheur dans les petits moments ou avoir juste un but dans la vie. Mais sérieux, combien de temps ça prend et à quelle intensité et à quelle fréquence devrait-on être sur le mode happy? Et même quand la vie joue les rabat-joie, est-ce qu'on peut apprendre à être heureux, développer des super compétences joyeuses? C'est là que débarque le modèle PERMA, l'outil top moumoute développé par le psychologue super cool Martin Seligman. Il zappe les problèmes pour se concentrer sur le positif dans nos vies. Enfin, il zappe pas tous les problèmes, mais il a instauré une espèce d'approche avec un ratio. On va le voir plus loin. Mais alors ça tient à quoi ce bonheur? Bien-être, bonheur, émotions sympas, notre radar d'attention, présence et conscience, c'est un mix en fait de tout ça. Et c'est là que ça devient super fun. Comment notre radar d'attention peut faire exploser notre bonheur? Alors vous vous rappelez cette notion de présence? Alors imaginez que chaque fois qu'on réalise qu'on est en train de vivre un moment cool, c'est comme si on allumait une petite étincelle de bonheur. Maintenant, comment est-ce que notre attention, notre présence et notre conscience peuvent-elles être les super-héros qui augmentent notre niveau de bonheur? Alors le bonheur, c'est un peu comme une recette magique. Il y a une équation, celle du bonheur, fixée par la psychologie positive, qui va comme ça.
Bonheur est égal à bien-être plus conscience. En appliquant cette formule, on grave le bonheur dans notre cerveau de façon ultra significative et sur le long terme. Alors il y a un très très grand monsieur Claudel, qui disait que le bonheur n'est pas le but, mais le moyen dans la vie. On ne vit pas juste pour être heureux, mais admettons-le, sans bonheur, c'est un peu comme manger une pizza sans fromage, c'est pas pareil. Dans la vie, quand on jongle entre les infos négatives et positives, notre cerveau a cette fâcheuse habitude d'être très peu partial. Il donne toujours la priorité aux trucs négatifs. C'est comme si notre cerveau était un amateur du drame. On parle aussi d'un concept qui s'appelle l'habituation hédonique. Un grand concept super méga cool. Quand on a un truc génial constamment dans notre vie, donc avec récurrence, ça perd un peu de sa saveur, à moins de faire quelques efforts pour s'en rendre compte. Attention, prise de conscience de ces instants. Une nouvelle maison, un nouveau partenaire un peu moins grognon, nouveau boulot, on pense que ça va nous rendre heureux pour toujours, mais en vrai, c'est juste pour un temps limité. Il y a le concept qui dit « je serai heureux quand ?» C'est quand que je serai heureux? Ah oui, c'est quand j'aurai une nouvelle maison, avec des jolis petits volets bleus, et un joli petit jardin, une jolie petite piscine. Là, je serai vraiment heureux. Donc warning, ça va pas du tout de penser comme ça. Question, vous habituez plus vite à quoi? Au matériel ou à l'expérience? Par exemple, un cadeau matériel contre la répétition d'expériences comme un abonnement de lecture. Ça fait réfléchir, non? Donc pour faire simple, d'un côté nous avons le bonheur est égal au bien-être plus la conscience. Le bonheur, c'est réellement cette approche d'une répétition de bien-être. Alors le bien-être, ça peut être une séance de sport. Alors du coup, ça va être plusieurs séances de sport parce que ça doit être répété dans le temps. Encore et encore et encore, ça peut être un apéro. Ok, bon, je vous dis pas de répéter les apéros tous les jours parce qu'il peut y avoir forcément des conséquences légèrement négatives sur votre santé, mais vous l'aurez compris, c'est une répétition. Le bonheur est dans la répétition d'instants fondamentalement géniaux. Et pour que ça fonctionne, il faut que tous ces instants géniaux, vous soyez dans la conscientisation de ces mêmes instants. Donc il ne serait pas juste de parler de psychologie positive en omettant le négatif. Donc partons du principe qu'il faut établir un équilibre satisfaisant, mais sans exclusion du négatif. On parlera de ratio. Il y a aussi cette notion de déni de réalité. Si on part du principe qu'un lion, c'est juste un très gros chat, mais encore plus gros. Il y a aussi cette approche qui dit que le cerveau humain priorise les aspects négatifs et par la force des choses. Le cerveau humain traduit le négatif comme danger. Et forcément, quand on est en mode danger, on réduit notre focale d'attention, on réduit notre capacité à développer des stratégies créatives pour sortir des problématiques. Donc voilà, à ce stade-là, j'ai envie de vous poser quelques questions. Comment est-ce que notre attention peut-elle modifier notre notion du bonheur? Est-ce que dans des circonstances défavorables, est-ce qu'on peut acquérir ou développer des compétences? Donc encore une fois, prenez le temps qu'il vous faudra pour répondre à ces questions et je promets, je ne vous mets pas de musique. Bon, je cherchais vraiment une musique de transition, j'ai trouvé que ça, je suis vraiment sincèrement désolé. Passons à autre chose. Le modèle PERMA. Ah voilà, c'est mieux. Non, c'est pas mieux? Bon. Continuons. Le modèle PERMA, le grand modèle PERMA développé par le grand, tout aussi grand, Martin Seligman, fondateur de la psychologie positive. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modèle PERMA? Avant de poursuivre et de décortiquer chaque point, il y a 3 conditions au modèle PERMA. La première condition est que chaque point doit contribuer au bien-être. Deuxièmement, pour le bien de la personne et pas pour atteindre un des 4 autres points. En 3, chaque point doit être mesuré et défini indépendamment des autres. Donc comme je disais tout à l'heure, PERMA est un acronyme pour P-E-R-M-A. Commençons donc avec le P. Pour le coup, là, vu que Martin Seligman est anglophone, je vais prendre mon meilleur accent anglais et commencer comme ça. Le P pour Positive Emotions, pour les émotions positives. Ensuite de ça vient le E pour Engagement. Martin Seligman définit le E comme engagement avec cette notion de flow, donc engagement. Le R pour relations, pour les relations, encore une fois positives. Ensuite de ça vient le M pour meaning, le sens. Ensuite, pour terminer, le A avec accomplishment, les accomplissements. Donc en résumé, les émotions positives, l'engagement, les relations tout autant positives,
le sens et les accomplissements. Commençons, si vous le voulez bien, avec le P pour les émotions positives. Donc dans les émotions positives, qu'est-ce qu'on a ? On a la joie, la fierté, la gratitude, l'amour, l'admiration, la curiosité, l'amusement, l'espoir, l'inspiration, la sérénité, la compassion, et j'en cite des meilleurs et des autres. On avait l'habitude de penser que le stress était le seul carburant pour performer, mais en vrai, c'est juste dans certaines situations et pour certaines tâches. Pour les trucs simples, par exemple, oublie ça. Ça peut même flinguer nos performances et la créativité, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, elle aussi, on pensait que c'était dans la douleur qu'elle naissait. Faux. C'est absolument faux. Parfois, c'est après avoir traversé une tempête qu'on devient le roi ou la reine de la créativité. Des études ont été faites aux États-Unis et en Angleterre. Elles nous disent que les émotions positives, c'est le turbo du cerveau. Ça booste la concentration, améliore la mémoire, genre tu peux retenir plus d'infos quand tu fais une tâche. Ensuite de ça, il y a l'incertitude. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ces émotions positives changent carrément notre façon de réagir à l'incertitude. Si on est dans un état émotionnel positif, vous imaginez plutôt des solutions géniales aux problèmes incertains qui tombent dessus. Un exemple concret. Grand patron débarque demain, mais personne ne sait à quelle heure. Tu as un dossier à lui montrer, mais il n'est même pas fini. Les personnes positives, elles, trouvent des solutions géniales et positives, genre « pas de souci, je vais gérer ça à la cool ». Les personnes négatives, elles vont plonger dans des détails, se stresser avec l'incertitude, voient la vie comme un enchaînement de problèmes. Au lieu de kiffer la vie, elles sautent de problème en problème. Réduire la focale d'attention. Alors il y a vraiment un truc qui est très important et qu'il faut retenir. Il est inutile de vouloir bannir à tout prix toutes les émotions négatives de notre vie. Les moments difficiles nous aident à repérer les dangers. Et les émotions positives, quant à elles, nous aident à trouver des ressources. En psychologie positive, on ne cherche pas à nier les problèmes, mais à les affronter avec le sourire. Si tu flippes de la mort, mieux vaut apprécier la vie. Si tu angoisses pour le futur, concentre-toi donc sur le présent et sois heureux ici et maintenant. Alors pour la route, il y a un ratio qui est super sympa. On a découvert qu'un ratio de 3 pour 1, 75-25 ou 3 quarts, 1 quart, d'émotions positives par rapport aux émotions négatives serait le combo gagnant. Donc pour faire simple, l'existence des deux types d'émotions permet de fonctionner au mieux dans notre environnement. Alors comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien écoutez, une voie d'exploration et quelques petites astuces. Alors en 1, il faut vérifier qu'on a assez de moments sympas dans la journée. En 2, il faut ouvrir les yeux, vraiment ouvrir les yeux et identifier ces petits plaisirs. En 3, il faut apprendre à savourer ces moments. Il faut être pleinement présent. Rappelez-vous de cette approche de la PNL VACOG. Donc oui, mettez ça vraiment en pratique, la présence plus le VACOG. En 4, il faut graver ces moments dans la mémoire. Chaque soir, repensez à 3 trucs sympas de la journée. Même si ça a été une journée pourrie, gardez uniquement en tête ces moments qui ont existé. Il faut visualiser ces moments, prendre conscience et les ressentir. Ne vous laissez pas contaminer par ces moments négatifs. Plus on fait cet exercice et plus on devient un maître de l'équilibre. En 5, il faut prendre le temps de faire de la place pour ces moments sympas. Laissez de la place pour les ressentis agréables. En 6, passez du temps avec des personnes qui comptent vraiment. En 7, faire des activités que vous aimez faire. En 8, on pourrait imaginer une sélection de morceaux dans une playlist qui booste votre morale. Et en 9, pour terminer, eh bien, abonnez-vous à ce podcast, moi j'ai envie de dire. Donc, en résumé, on sait que les émotions positives nous permettent de trouver des ressources, que les émotions négatives permettent d'identifier les dangers, qu'il y a un équilibre entre les deux, qu'il faut respecter ce ratio de 3 émotions positives pour une négative. Et maintenant, on a découvert quelques pistes d'exploration. Maintenant, passons au E pour engagement. Imaginez-vous tellement absorbé par une activité que vous oubliez carrément le temps qui passe. C'est ce que Martin Seligman appelle le flow, le flux. Et ça rend vraiment plus heureux dès la première semaine. Ça, c'est le bonheur qui dure, celui qui va durer dans le temps.
Je pense que vous avez tous, une fois ou l'autre, fait une activité où carrément le temps n'a plus d'importance. Vous avez commencé votre activité ou votre truc de passion à 11 heures du matin et la cloche sonne, la cloche qui sonne à 18 heures et mais où est passé le temps? Où est passé le temps? Et voilà, c'est ça la notion de flow. Réellement exercer une activité qui vous passionne où vous perdez totalement la notion du temps. Donc, faites des trucs que vous kiffez, où vous perdez la notion de temps. Et essayez de rester dans le moment présent. Même des trucs banals, de tous les jours, il n'y a aucun souci. Alors, ok, facile à dire, je sais. Passer du temps dans la nature, c'est pas mal non plus. Regardez, écoutez, observez. Ça peut déjà être une bonne piste. Sinon, il y a la poterie aussi, c'est pas mal. Faire de la musique, lire un bon livre, que sais-je. À vous de développer toutes vos stratégies de créativité pour aller dans ce sens-là et d'atteindre le flow. Donc, en résumé, il faut s'impliquer dans une activité. Il faut trouver un équilibre entre le défi et les compétences, atteindre cette notion de flow où le temps s'arrête. Et on a quelques pistes d'exploration, mais soyez créatifs. Après le E vient le R. Je dis ça comme si c'était super logique. Mais oui, là du coup, donc le R, relations positives. Les émotions positives, c'est le carburant de nos comportements prosociaux. En gros, quand vous êtes de bonne humeur, vous avez plus envie d'être cool avec les autres. On est d'accord. Et plus il y a de bonnes vibes, meilleure est la qualité de vos relations. Les relations, c'est le secret pour se sentir soutenu, aimé, valorisé. Et partant du principe que chaque approche de la psychologie positive est validée par une autre approche scientifique, des chercheurs super curieux, des savants incroyables aux États-Unis se sont aperçus que l'espérance de vie pouvait être augmentée si on augmentait cette notion de rapports prosociaux. Ça veut dire les relations sociales positives pouvaient nous permettre d'une certaine façon de vivre plus longtemps. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait se priver ? Maintenant, je vais vous parler d'une étude incroyable qui a été faite aux États-Unis. Alors, une entreprise a voulu essayer et tester sur des individus de les induire d'émotions positives et négatives. Voilà, ils ont pris un panel de personnes, catégorie A et B. Le groupe A, chaque personne a été mise dans un bureau, une pièce, où elles étaient induites d'émotions positives. Donc il y avait des bonbons Haribo, du papier peint tout rose, des films à l'eau de rose, et j'en passe, voilà. Pendant une demi-heure, ils étaient induits d'émotions positives. La même chose pour le groupe B, mais avec des émotions négatives. Pas de bonbons Haribo, austérité totale, bref, émotions négatives pendant une demi-heure. Au bout de 30 minutes, les personnes pouvaient finalement repartir. Voilà, sur le chemin de la sortie, elles devaient traverser un long couloir. Dans ce long couloir, donc chacune à son tour, il y avait cet employé qui avait la fâcheuse tendance à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, d'arriver avec une pile de documents et au moment de croiser une personne du groupe A ou du groupe B, de laisser tomber tous ces documents juste devant elle. 96% des gens issus du groupe A instinctivement et automatiquement avait cette tendance à aider. C'est-à-dire qu'elle se mettait à genoux pour aider cette personne à ramasser tous ses dossiers. À l'inverse, 50% et seulement 50% des gens qui avaient été induits du groupe B par des émotions négatives n'aidaient pas la personne. La conclusion de cette étude dit que ceux de bonne humeur sont plus enclins à aider. La mauvaise humeur ne nous rend pas méchants, elle nous enferme juste dans nos problèmes et dans une réalité négative. Un autre truc marrant, on pensait que le bonheur rendait égoïste. Bien heureux, l'égoïste. En vrai, ça augmente notre capacité à s'intéresser aux autres. Plus on aide, plus on est heureux. C'est comme un cercle vicieux, on est là pour se serrer les coudes, pas vrai ? En tout cas, moi, j'adhère complètement à ce concept. Donc tout ça, c'est lié à la notion de survie de l'espèce. On est une espèce fondamentalement sociable. On est capable de collaborer et seul, force est de constater que on est un petit peu insignifiant. Donc on parle réellement ici de l'effet miroir, de l'effet miroir de cette notion d'entraide. Ce comportement d'entraide, en général, est vécu comme une récompense. Prenez l'exemple de la sexualité. Écoutez, ça fait du bien, ça rend heureux. Et c'est une récompense parce que c'est fatigant. Il faut trouver un partenaire qui accepte de faire des efforts. Il faut le comprendre, le charmer, etc. Et oui, et c'est une récompense. Si c'est pas une récompense, tout simplement, on va vers une extinction, celle de l'espèce humaine.
Alors oui, vous allez me dire que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Et pas tant que ça en fait. Alors, à ce stade-là, comment faire pour avoir des relations positives? Eh bien, on peut peut-être rejoindre un groupe d'individus qui nous plaît, etc. Ça peut être un club de sport, une association. On peut partager des intérêts communs, renouer éventuellement avec des personnes qu'on a perdues de vue. Partager des bonnes nouvelles avec son entourage. Voilà, vous aurez compris le concept. Et comme d'habitude, faisons un résumé de ce qu'on a vu. On sait les bénéfices des émotions positives sur les comportements prosociaux. On sait également qu'il y a un effet miroir. On sait que le bonheur ne dépend pas que de soi. On sait que nous sommes une espèce sociable, que les comportements d'entraide sont vécus comme des récompenses, et on sait plus ou moins maintenant comment faire, du moins on a déjà une bonne piste d'exploration pour aller dans ce sens. Maintenant, parlons du meaning dans le modèle PERMA, une manière un peu sophistiquée de dire sens. Imaginez ça comme une quête élégante pour donner une profondeur à votre existence. Le meaning, donc le sens, c'est cette recherche du pourquoi derrière chaque action. On ne parle pas simplement de flâner devant la télé ou devant Netflix, même si c'est parfois agréable. Non, non, pas du tout. C'est plutôt cette sensation d'appartenir à quelque chose de plus grand. Vous voyez, c'est comme lorsque vous trouvez un travail qui vous passionne vraiment et que vous vous impliquez dans une cause qui vous tient à cœur. Alors ça peut être le travail, ça peut être la politique, ça peut être une cause environnementale, ça peut être plein de choses. Mais ça doit être propre à chacun et venir du fondement de la base même de vos valeurs. C'est ce qui donne un but à votre vie, une direction à suivre. Parce que sérieusement, la vie est bien plus épanouissante quand vous avez le sentiment de faire quelque chose qui a du sens pour vous. C'est peut-être n'importe quoi, du moment que ça résonne pour vous. Alors, si vous avez envie d'ajouter une touche de sophistication à votre existence, cherchez ce sens. Trouvez ce qui vous fait vibrer. Qui sait, ça pourrait être le début d'une aventure extraordinaire. Réfléchissez à comment utiliser vos passions pour aider les autres. Et n'oubliez pas de passer du temps de qualité avec vos proches. Et cerise sur le sundae, c'est l'accomplissement, le had accomplishment. C'est vraiment ce sentiment de réussite après avoir bossé dur pour atteindre ses objectifs. Ça motive à terminer ce qu'on commence. C'est ce petit boost de fierté, vous voyez. Les objectifs personnels, c'est bien plus important que la richesse, par exemple. Alors fixez-vous des objectifs qui soient SMART, spécifiques. Donc encore une fois, c'est un acronyme, SMART, S-M-A-R-T. Donc qui soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et définis dans le temps. Pensez à toutes les fois où vous avez cartonné dans le passé et surtout célébrez chaque petite victoire. C'est très important. Alors oui, on accomplit rarement des choses sans difficulté, parce qu'on a tendance à oublier ses réussites passées. Mais il n'y a pas toujours aussi d'émotions positives en permanence et pourtant, l'échec après l'effort apporte la noblesse de l'âme. J'adore cette phrase. Alors il ne s'agit pas de se fixer un objectif comme gravir les 8 plus hauts sommets de la planète. Commencez par une petite colline, des objectifs qui vous conviennent, qui soient atteignables. Et célébrez vos réussites, célébrez vos accomplissements. Prenez-en conscience en toute présence, aussi bien passé, présent qu'à venir. Alors oui, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut célébrer des succès, des accomplissements à venir, s'ils ne sont pas déjà passés? Eh bien oui, il y a une technique en PNL qu'on appelle la visualisation. Alors on fera un épisode de podcast sur la visualisation et cet outil très très important et très puissant de projection. Donc, en résumé, pour conclure avec le A de accomplissement, on sait que quand on se fixe des buts et qu'on les atteint, on se sent mieux dans notre peau. Qu'atteindre ces objectifs augmente notre croyance en ses propres capacités. Que l'échec après l'effort apporte la noblesse de l'âme. Que les objectifs doivent être intrinsèques, c'est-à-dire que les objectifs ne doivent dépendre que de nous. Et on a quelques pistes d'exploration à savoir comment faire. Et voilà, Martin Seligman ne s'arrête pas là car c'est le modèle PERMA+, et dans le plus, il y a 4 trucs super importants. Le premier, c'est l'optimisme. Il faut rester en tout temps optimiste. C'est réellement un état d'esprit, ça demande du travail. Ensuite de ça, eh bien écoutez, moi j'ai envie de dire, il faut bouger son corps, faire de l'exercice. Il y a bien manger également, se nourrir correctement. Et surtout, dormir en suffisance, dormir bien et suffisamment. Ça, c'est le combo gagnant pour une vie plus cool.
Si on devait résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans cet épisode, on pourrait résumer les choses comme ceci. Nous savons désormais qu'il y a un ratio de 3 émotions positives pour une négative. On sait également que les émotions positives ne sont pas l'ennemi des émotions négatives. Ne pas les nourrir, mais les accepter. Il faut aussi s'efforcer de revivre nos expériences positives mentalement et physiquement. Les revivre avant de s'endormir, par exemple. On sait que les émotions sociales positives sont égales et augmentent notre sentiment de gratitude. Les comportements sociaux positifs, également, eux, augmentent notre capacité à l'altruisme et à la bienveillance. Il faut protéger sa continuité positive et sa stabilité attentionnelle. On a parcouru un sacré chemin à explorer la psychologie positive et le modèle permanent. C'était comme un tour de montagne russe émotionnel, mais version cerveau et bien-être. On a découvert que le bonheur, c'est pas juste un objectif lointain, genre tout là-bas au fond. C'est vraiment le carburant qui fait tourner notre moteur. La psychologie positive, c'est pas juste un truc de gourou hippie. C'est vraiment une discipline qui se base sur du solide, du scientifique. Alors pourquoi ne pas intégrer ces petits hacks dans votre vie quotidienne ? Prenez le temps de savourer les moments cool, de vous engager dans des trucs qui vous passionnent. Entourez-vous des personnes géniales, trouvez un sens à ce que vous faites et surtout n'oubliez pas de célébrer vos victoires, grandes ou petites. La vie, c'est pas toujours une balade tranquille, j'en conviens. C'est pas genre un road trip au monde des bisounours. Mais avec un peu de psychologie positive, vous pouvez rendre le voyage bien plus fun et plus agréable. Alors j'ai envie de dire, faites-vous plaisir. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous méritez d'être aussi heureux que possible. Cet épisode touchant à sa fin, je ne vous laisserai pas vous en aller comme ça sans un petit bonus. Donc bonus disponible dans la description de cet épisode, un lien vers un de nos articles comportant des exercices, des tips and tricks et des conseils sur la psychologie positive. Des exercices que vous pouvez mettre en place ici, maintenant, tout de suite, ce soir, pour un avenir radieux et bienveillant et rempli de bonheur. Donc voilà, encore merci de nous avoir suivis. J'espère avoir titillé votre curiosité et en attendant, inspirez, écoutez, progressez. Vous écoutez la capsule de croissance par iUpMe. Je vous donne rendez-vous tous les lundis pour un nouvel épisode et en attendant, une bonne journée à vous.